Et là, journée un peu pluvieuse, là, on fait le retour sur la COP29 qui n'est pas très reluisant, c'est certain. Et là, on va parler finances. Éco-blanchiment en finance aussi, comment on peut se sortir de ça peut-être, ce serait à espérer, et aussi des formes de monnaie locale alternatives qui existent, qui pourraient être une des alternatives en tout cas pour diminuer cette problématique de l'éco-blanchiment. Et pour ce faire, je suis extrêmement heureuse de recevoir Geneviève Paul, qui est directrice générale du CQDE. Bonjour Geneviève. Bonjour Maude. Et nous avons également en studio Jean-Philippe Renaud, directeur général de la Maison du développement durable et que je nomme affectueusement expert en finances durables. Bonjour. Bonjour Maude, merci beaucoup. Et nous avons également Karine Pelofi qui est avocate et chargée de projet en finances durables à Écojustice. Bonjour. Bonjour. Et Francis Arkinson de l'OSBL, Une monnaie pour Montréal, aussi appelée LILO. Hein, ça s'en vient bientôt. Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour, merci de nous accueillir pour faire connaître un peu ce qui se développe de notre côté. Oui, absolument. C'est un des gros sujets, je dirais, duquel on se sent souvent loin en tant que citoyen, citoyenne, et je pense que de mieux le comprendre nous permettra de l'adopter et de pouvoir mieux agir aussi en fonction de ça. Donc, je débuterai peut-être avec le rapport du CQDE sur l'éco-blanchiment financier au Québec et au Canada qui a été dévoilé en octobre 2024. Et pour ce faire, je vais m'adresser à Geneviève Paul. Donc, les faits saillants de ce rapport sur l'éco-blanchiment financier, quels sont-ils? Alors, le portrait, un peu comme la COP, là, il n'est pas très reluisant au niveau de l'éco-blanchiment dans le secteur financier. Peut-être juste avant, rappeler rapidement de quoi on parle là, quand on parle d'éco-blanchiment. Ça, c'est quand une organisation communique des informations qui sont fausses, trompeuses ou sans preuve suffisante, ça nous donne une impression exagérément positive, disons, des performances environnementales ou sociales d'une entreprise ou de ses produits ou ses activités. Je le mentionne parce que des fois, on associe ça à, c'est des informations qui sont carrément fausses, oui, mais ça peut aussi être des exagérations, des résultats ou des déclarations qui sont vagues ou trop générales, génériques, on en voit souvent, ou carrément des déclarations irréalistes. Donc, dans les faits saillants de notre rapport, ce qu'on a documenté, c'est que l'éco-blanchiment dans le secteur de la finance, c'est vraiment omniprésent, là. C'est le Far West, et je pèse quand même mes mots, il y a beaucoup d'éco-blanchiment dans le secteur de la finance, dans tous les différents types de produits financiers qu'on a regardés. Il y a plusieurs études et sondages là, qui viennent donc questionner la crédibilité environnementale réelle des produits qui sont dits de finances durables. Il y a différentes statistiques, mais pour n'en nommer que quelques-unes, il a été regardé, par exemple, les 250 plus grands fonds d'investissement qui sont présentés comme socialement responsables. Puis il y en a à peine une petite douzaine, donc 5 qui semblent alignés avec les objectifs de l'accord de Paris. En 2021, au Canada, plus de 40 des informations sur les risques climatiques des sociétés qui sont cotées en bourse au Canada ont été évaluées comme étant génériques, vagues ou incomplètes. Il y a une autre étude mondiale qui a regardé 723 fonds là, ESG, donc ou climatiques, là, ESG, environnement, social, gouvernance, et la majorité n'était pas alignée sur les accords de Paris, et même que la majorité n'était pas bien différent de fonds ordinaires, de fonds dits ordinaires. Donc ça, c'est vraiment le premier fait saillant, c'est qu'il y a beaucoup d'éco-blanchiment dans le secteur de la finance. Le deuxième sur lequel que je mentionnerais, qui ressort dans notre rapport, c'est que malgré qu'il y ait déjà des lois fédérales et provinciales en vigueur au Canada qui interdisent plusieurs formes d'allégations trompeuses, le cadre est quand même pas suffisant. Il manque de règles pour vraiment lutter contre l'éco-blanchiment dans le secteur financier. Puis là, on pourrait y revenir parce qu'on a plusieurs propositions à cet égard-là. Mais je dirais que c'est le deuxième grand constat de notre rapport, c'est que les règles sont pas suffisantes. Donc là, ça va persister si on n'en fait pas une priorité. Absolument, oui. Puis ça passe malheureusement pratiquement que par ça. Il faut une réglementation beaucoup plus stricte et complète. Et les impacts de l'éco-blanchiment en finance, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Là, je vais en nommer que quelques-uns, mais tu sais, dans le fond, d'abord, bien sûr, ça nourrit en général la désinformation. Et ça, je pense qu'on le sait tous et toutes.
à quel point ça peut avoir des impacts sur différents aspects de notre vie. La désinformation, elle est quand même omniprésente, elle aussi. Ça mine bien sûr la confiance des personnes épargnantes, des investisseurs. On le sait que c'est le cas aussi déjà pour les consommateurs, c'est sur certains produits, tout ça mine la confiance quand on se rend compte finalement que c'est pas vraiment vert, qu'on essaie d'être plus responsable. Mais c'est la même chose pour les investisseurs. Il y a des risques aussi, bien sûr, pour la stabilité des marchés financiers. Et si on se rend compte que tout ce pan-là d'obligations vertes ne l'est pas vraiment. Donc, ça peut avoir des impacts financiers. Il y a des risques réputationnels qui sont associés à ça aussi. Mais j'ai envie de me pencher sur un impact qu'on trouve particulièrement important et préoccupant en CQDE, c'est que dans le fond, c'est un obstacle majeur à la transition écologique dont on a besoin. Et c'est finalement comme si on détournait des flux financiers vers des activités qui sont vraiment axées sur une transition juste, durable, verte, véritablement verte. Là, tant qu'on ne s'attaquera pas à l'éco-blanchiment financier, ben c'est comme si on empêche l'argent, c'est comme un levier puissant, d'aller à la bonne place. Puis on se retrouve donc dans un cercle vicieux où on a, par exemple, une compagnie qui fait une déclaration fixe sur sa performance environnementale. Après ça, il y a une firme de notation qui lui attribue une note en s'appuyant sur ce que la compagnie a dit. Après ça, c'est repris par le gestionnaire de fonds d'investissement et éventuellement par votre conseillère financier, qui vont reprendre ces informations-là et qui vont peut-être vous recommander d'investir dans tel fonds dit durable. Alors qu'en fait, à la base, l'information n'a même pas été vérifiée de manière adéquate. Et donc, on peut finalement se retrouver loin d'un fonds dit durable ou socialement et environnementalement responsable. Donc, c'est un peu ce cercle vicieux-là qu'on a regardé et c'est pour ça qu'on a des recommandations qui s'adressent à tous les acteurs et les autorités impliquées pour essayer finalement d'enrayer ce phénomène-là pour minimiser les impacts de l'éco-blanchiment en finance. Ben oui, puis comme vous l'avez mentionné, il y a une perte de confiance de la part de la population. Déjà que c'est comme un milieu qu'on maîtrise plus ou moins de manière générale. Oui. En plus de dire, bon, ben là, finalement, ça sert à quoi si finalement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre, puis où va notre argent. Et c'est un des plus gros leviers au niveau financier, puis on peut y contribuer de diverses manières. Et donc, en ce sens-là, les recommandations du CQDE à la suite de ce rapport pour redresser la situation, quelles sont-elles? Oui, on en a plusieurs. Puis je rebondis peut-être juste sur un point que tu as mentionné qui est vraiment important, c'est qu'effectivement, on est encore plus vulnérable dans ce secteur-là. Parce que c'est complexe, parce que souvent, comme personne épargnante ou investisseur, on n'y comprend pas grand-chose et c'est normal. Donc, nous, on a bien ça en tête dans les recommandations pour corriger cette asymétrie-là le plus possible. Finalement, de protéger la population, là, c'est un des objectifs aussi pour qu'on puisse s'y retrouver. On a 26 recommandations dans notre rapport. Je ne vais pas toutes les nommer, bien sûr, mais on regarde donc les différentes les autorités donc provinciales, fédérales, puis les acteurs concernés là, jusqu'aux conseillères financiers puis leurs obligations. D'entrée de jeu, je mentionne que nos recommandations concentrent sur l'éco-blanchiment, donc d'avoir orienté sur la transparence, la divulgation d'informations, mais on le voit vraiment comme des mesures complémentaires à d'autres lois, d'autres règles qui doivent par ailleurs et qui devraient par ailleurs être adoptées. On a la chance d'avoir Karine avec nous aujourd'hui qui va aborder certaines de ces mesures-là. De manière générale, il faut renforcer les obligations qui sont directement imposées aux entreprises pour qu'elles regardent davantage les impacts de leurs opérations sur le climat, sur la biodiversité, sur les gens, sur les communautés. Donc, les mesures qu'on propose sont complémentaires. Je vais me concentrer sur trois angles dans nos recommandations. La première, je viens d'en parler, c'est comment est-ce qu'on augmente la transparence et la divulgation obligatoire des informations là, qui sont à notre disposition. Là, on a des recommandations pour qu'il y ait des règles de divulgation qui permettent à la population d'avoir accès à de l'information sous, disons, 5 critères. Donc, l'information, c'est vrai, c'est quand même important de le préciser, il faut que ce soit vrai, compréhensible, comparable, parce que ça, c'est souvent pas le cas, complète et vérifiable. Quand on dit vérifiable, c'est entre autres que le public devrait avoir accès aux preuves. Les entreprises doivent pouvoir prouver ce qu'elles allèguent, ce qu'elles avancent. Et là, au Canada, pour l'instant, c'est pas automatique cet accès-là là, aux preuves, alors que dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, c'est accessible en ligne là, directement. Donc,
Ça, c'est une de nos recommandations. Une autre recommandation par rapport à la divulgation pour la transparence, c'est faut pas regarder, on veut pas que les gens aient accès seulement à ce qui est considéré par l'entreprise comme un risque. Parce que ça, c'est une lunette très restreinte. C'est-à-dire, on regarde qu'est-ce que je considère comme un risque financier pour l'entreprise. Nous, on recommande, c'est aussi une divulgation des impacts. C'est quoi vraiment les impacts que cette entreprise a sur le climat, la biodiversité, les communautés? Et ça, on le sait qu'il y a des réglementations ailleurs, notamment en Europe, qui regardent aussi ou qui exigent que les entreprises divulguent aussi leurs impacts. Deuxième angle, ça serait de resserrer, de manière générale, d'en faire une priorité, là, de resserrer les règles. Un peu comme tu disais tout à l'heure, Maude. Là, c'est un fromage suisse. Là, il y a des trous. Il faut regarder ça. Oui. Donc là, on a différentes recommandations, par exemple, pour mieux encadrer là, le recours aux expressions génériques. Quand on dit durable, vert, qu'est-ce que ça veut carboneutralité. Donc, mieux, finalement, limiter le recours à ces expressions génériques-là, encore une fois, pour protéger la population. Mieux encadrer les différents produits, comme les crédits carbone, de compensation carbone. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait des rapports qui montrent que c'est problématique. Oui. Les programmes de crédit de compensation carbone, qu'il y a des enjeux de droits humains, souvent associés à ces programmes-là, etc., qu'il y a un manque de cohérence. Donc, encadrer ça. Encadrer, par exemple, aussi les obligations des agences de notation, les conseillers financiers, etc. Et le troisième angle, ça serait les sanctions. Là, les sanctions sont pas suffisamment adaptées pour les cas d'éco-blanchiment. Puis on le sait qu'il y a un fort soutien de la population pour les sanctions. Les gens, ils veulent, justement, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choix plus responsables et qui sont d'accord avec le fait de sanctionner les entreprises qui font de l'éco-blanchiment. Je pense que c'était Greenpeace Canada qui a fait un sondage il y a quelques mois dans lequel il ressortait que 93% des Canadiens et Canadiennes étaient en faveur de sanctionner les entreprises si elles faisaient des déclarations sans être capables de les prouver. Donc là, on a plusieurs recommandations aussi pour qu'il y ait des pénalités, par exemple, pour les contrevenants, renforcer les règles aussi au niveau des sanctions si les fonds d'investissement ne sont pas véritablement durables, comme en Australie, aux États-Unis. Donc là, finalement, c'est plusieurs angles où on utilise le droit comme un outil là, qui est déjà à notre disposition là, pour finalement venir s'attaquer au phénomène d'éco-blanchiment dans le secteur de la finance. Définitivement des recommandations qui devraient être suivies. Si on n'en doute pas, on ne le questionne même pas. J'invite les auditeurs, auditrices qui auraient envie de lire le rapport qui s'appelle « L'éco-blanchiment climatique au Québec et au Canada. Comment renverser la vapeur » qui est disponible sur le site du Centre québécois du droit de l'environnement, le cqde.org. Donc, allez le lire définitivement. C'est très, très intéressant et éclairant aussi. Merci Geneviève Paul pour la présentation très brève de ce rapport, beaucoup plus exhaustif avec les faits saillants. Et en ce sens, Jean-Philippe Renaud, qui est ici avec nous, directeur général de la Maison du développement durable, j'aimerais ça savoir la façon dont l'éco-blanchiment en finance se traduit dans la vie des gens. Comme on le dit d'entrée de jeu, c'est quelque chose qu'on sent loin de nous, qu'on ne comprend pas nécessairement ou pas du tout, dont on se tient loin, on laisse ça aux autres. Donc, comment ça nous impacte, nous, dans la communauté? Donc, tu me demandes de prendre la perspective du consommateur. Là, voilà. Monsieur, madame, tout le monde qui a un petit peu d'argent de côté, qui essaie de bien mettre son argent à gauche, à droite. D'abord, mentionner que cet excellent rapport fait presque 200 pages. Donc, si tu invites tes auditeurs à le lire, peut-être juste lire le résumé. Oui, c'est vrai que le webinaire plus court, de synthèse aussi même. Les constats et il y a un résumé. Il y a un résumé, oui. Les constats et les recommandations sont faits pour des professionnels des communications dans ce milieu-là, des conseillers, des conseillers stratégiques dans ce milieu-là. Donc, vraiment, pour la finance verte, là, pour toi et moi, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des messages faux, des messages trompeurs? Premièrement, ça nous amène à être confus dans tout ça. On ne sait plus trop qu'est-ce qu'on achète. Deuxièmement, ça pourrait nous amener à être cyniques. Parce qu'on voit que, OK, mais dans mon fond, là, qui est supposé être vert, j'ai du Enbridge, j'ai des sables bitumineux, j'ai des compagnies qui exploitent les droits humains. Donc, avec ce cynisme, on finit par être détaché, par être apathique, à dire, bof, la merde, je vais faire autre chose, là. Et c'est correct de passer par ça, parce qu'il faut bien comprendre que la finance, c'est quand même, dans nos vies à nous, dans nos vies modernes, c'est quand même la troisième chose qu'on peut faire là, après nos modes de vie, nos décisions d'alimentation, de voyage, de consommation personnelle, de transport. Tout ça a beaucoup plus d'impact direct
où notre portefeuille limité, somme toute, là, à moins que vous êtes à la tête d'une grosse fondation familiale avec beaucoup d'argent. Donc, vraiment comprendre que pour nous, où on place notre argent, c'est quand même secondaire. Après ça, il faut s'informer. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Oui, de rester informé et là, après, où trouver la bonne information. Bien, c'est sûr que là, il y a des ressources de plus en plus maintenant qui font état de ça. Oui, oui, absolument. Et pour s'informer, peut-être quelques concepts de base, là, Geneviève en a parlé avant, mais bien comprendre la distinction entre risque et impact. Un risque dans les yeux d'un portefeuille financier, là, dans les yeux d'un conseiller financier, c'est qu'est-ce qui pourrait affecter la valeur de son portefeuille, qu'est-ce qui pourrait affecter sa capacité à capturer de la valeur, à faire de l'argent, faire de la pièce. Nous, quand on parle d'un risque, c'est quand je traverse la rue en sortant du studio, est-ce que je vais me faire écraser? Ça, pour les financiers, c'est un impact. Donc, c'est l'impact du fonds. C'est vraiment super important de comprendre ces notions-là parce qu'il y a une immense confusion quand on achète des titres financiers ou un portefeuille diversifié de dire « Ouais, mais voyons donc, il y a des titres qui sont controversés là-dedans. C'est pas comme ça que je veux voir ma future planète. » Ça, c'est de l'impact. Quand on se pose des questions sur ma santé, sur mes enfants, sur les futures générations, c'est l'impact des placements, l'impact des investissements. N'importe quel fonds peut prendre en considération les risques ESG, donc les risques sur l'environnement, les risques sur la société, les risques de mauvaise gouvernance au sein de l'entreprise et essayer d'améliorer sa performance en considérant ces risques-là. Donc, on peut très bien investir dans le secteur pétrolier en tenant compte des facteurs ESG pour aller chercher les meilleures ou les moins mauvaises, disons. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment important pour nous de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent. Est-ce qu'on veut diminuer le négatif ou est-ce qu'on veut vraiment aller chercher un impact positif? Ça amène des choix difficiles. Comme Geneviève le parlait, au niveau institutionnel, c'est difficile parce qu'il y a 5% des fonds qui sont catégorisés comme bons, là, selon la méthodologie de l'équipe de Geneviève. Ce qui est très peu. Très peu, absolument. Ça fait que nous, quand on veut chercher ce 5%-là, on doit se lever de bonne heure là, pour essayer de trouver c'est lequel en fait partie. Exactement. J'aurais peut-être une question par rapport à ça. C'est quoi les rendements, le niveau de performance de ce 5%-là par rapport aux autres? Donc, le niveau de performance financier, exactement. Donc, on en est là, on investit notre argent pour protéger notre épargne, là, pour s'assurer que quand on sera vieux, on a encore cette épargne pour pouvoir en jouir à long terme. Mais on voudrait que ce ne soit pas trop fait contre nos valeurs morales profondes. Donc, normalement, des fonds ESG, là, même les plus stricts, même les plus performants au niveau du ESG, se dénotent bien par rapport aux fonds traditionnels. Okay. Même plusieurs se dénotent mieux. C'est sûr qu'ils sont aussi portés par les aléas de la géopolitique. L'élection de Trump a fait mal à plusieurs de ces fonds-là qui misaient beaucoup sur la transition verte. Peut-être qu'on va voir la transition prendre un petit 4 ans, 10 ans de recul. Mais à long terme, là, ou à moyen et long terme, ces fonds-là performent très bien par rapport aux autres. Merci pour cette question, Francis. Et on va se retrouver tout de suite après la pause, en fait, pour poursuivre cette conversation. Là, on va plonger dans le droit aussi, mais évidemment, j'invite nos intervenantes à se prononcer lorsqu'ils en sentent le besoin et l'envie. Et on se retrouve donc tout de suite après cette pause pour continuer de parler de finances durables, éco-blanchiment et monnaie alternative. Nous voici de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. On est à notre table ronde qui parle d'éco-blanchiment dans la finance, vulgarisation aussi de l'étude du CQDE qu'on a eu en première partie avec Geneviève Paul et le projet de monnaie locale, ILO. Donc, on poursuit cette conversation et là, on était justement avec Jean-Philippe juste avant la pause, directeur de la Maison du développement durable, qui ramenait ça un petit peu plus sur le plancher des vaches, on va dire ça comme ça. Donc, la population, comment nous, on agit par rapport à ça, comment on réagit par rapport à la finance dite durable et comment se démêler dans tout ça, finalement, pour avoir un impact positif. Merci, Maude. Je voulais juste conclure en disant, Geneviève l'a dit en première partie, là, un des risques de l'éco-blanchiment, du greenwashing, c'est tous ces énoncés qui sont exagérés et trompeurs. Et quand on lit ça, on a peut-être le sentiment
que la job est faite, là, que c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Ben, c'est pas nécessairement vrai, parce que si on se justifie dans l'inaction en se disant, ouais, mais c'est correct parce que mon portefeuille est vert, on en a peut-être beaucoup plus à faire. Et puis, le lien ici, c'est parfait parce que Patrick nous a d'abord parlé de la COP à Bakou sur les engagements financiers. Geneviève nous parle de, OK, un engagement financier vert, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis maintenant, Karine va nous parler de son projet de loi qui cherche aussi à aligner avec les promesses gouvernementales, donc à aligner la finance avec les promesses gouvernementales. On ne peut pas s'arrêter juste en se disant qu'on a juste... on met notre argent dans un portefeuille vert et tout est beau. Absolument. Geneviève Paul, tu voulais réagir? Oui, j'allais rapidement ajouter pour aussi qu'on se sente un petit peu davantage en mode action des fois, parce qu'on peut se sentir un peu impuissant là, face à l'ampleur du phénomène d'éco-blanchiment. D'inviter aussi les gens à signaler les cas d'éco-blanchiment, y compris dans le secteur de la finance. On a sur notre site, qde.org, une page, on explique assez facilement comment on peut, avec notre téléphone, là, sans nécessairement connaître la loi, on n'a pas besoin de connaître la loi pour signaler des cas où on se dit ça me semble être un cas d'éco-blanchiment. Donc, il y a des manières assez rapides de le signaler. Et plus on va être nombreux à le signaler, plus ça va encourager les autorités aussi à se pencher. Oui, voilà. Merci beaucoup Geneviève Paul. Vraiment une belle porte ouverte là justement pour les citoyens et citoyennes de se mobiliser puis de se sentir actifs par rapport à ça. Et là justement tout à l'heure on parlait de réglementation, on parlait de pénalités à payer par exemple. Et là Karine Pelofi qui est avocate et chargée de projet en finances durables à Éco-Justice nous parle du projet de loi. Donc, le projet de loi S-243 sur la finance alignée sur le climat. Donc, ce projet de loi, Karine, il est composé de quoi? Oui, je vais juste commencer par un exercice de transparence. J'ai eu la chance de travailler pour la sénatrice Rosa Galvez qui a introduit le projet de loi jusqu'à il y a environ 6 mois. Et donc, j'étais l'heureuse architecte juridique de ce projet de loi-là qui a été rédigé sur la base de l'expertise de douzaines d'experts. Et quand je dis experts en finance à l'intersection du changement climatique, mais du côté des ambitieux climats, pas du côté des verts très pâles. Et c'est, dans le fond, on voulait avoir l'espèce de package deal en bon québécois, des mesures les plus ambitieuses pour s'assurer que nous créons une économie de demain qui va générer un climat stable dans la mesure où c'est toujours possible. Et donc, c'est vraiment... il y a beaucoup de mesures dans ce projet-là. Je vais juste en expliquer quelques-unes. Dans le droit actuel, un des problèmes qu'on a, c'est que le droit actuel est trop souvent interprété comme le devoir le plus important d'un dirigeant d'entreprise ou d'une institution financière, c'est de maximiser le profit. Ce n'est pas l'état du droit au Canada, mais ça l'est pas mal aux États-Unis, puis on a tendance à suivre ce que les États-Unis font. En tout cas, j'espère qu'on va arrêter, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, on y reviendra. Oui, c'est cela. Et donc, tant que la perception qu'on va faire du profit à partir de la destruction des écosystèmes et des systèmes qui nous tiennent en vie, on va continuer à être dans mon Dieu, dans le trouble, voilà. Oui, dans le trouble, ça, c'est et sûr. donc, une des mesures fortes du projet de loi, c'est venir jouer dans cette règle principale du capitalisme et de dire, en fait, le devoir prépondérant d'un dirigeant d'entreprise à partir de maintenant, c'est de respecter les limites planétaires et de respecter les limites sociales. Bon, dans le cas du projet de loi, on parle de la limite climatique, là, mais on pourrait faire la même chose avec la biodiversité et d'autres enjeux. Et donc, on vient changer la règle première du capitalisme. C'est un gros changement. On vient changer les mandats de presque toutes les sociétés d'État qui donnent du financement public, Exportation, Développement Canada, la Banque de développement du Canada. On change les mandats du régulateur, l'Office, le superintendant des institutions financières qui supervise les institutions fédérales, la Banque du Canada, pour s'assurer que tous ces acteurs-là doivent agir afin d'aligner leurs entités avec les engagements climatiques internationaux. Un peu comme la première règle le disait, on fait ça partout. Oui. On requiert que les conseils d'administration de ces sociétés d'État-là, minimalement, aient des experts en climat, parce que, tu sais, on est dans un état déplorable parce que je pense que les experts climatiques ne sont pas assez inclus dans les conversations fondamentales où on fait les règles. On a des exigences proportionnelles de capitaux propres. Ça, ça sonne compliqué pour combien d'argent une banque doit garder en réserve quand elle prête de l'argent à différentes industries. Donc, on peut reconnaître que certaines industries sont plus risquées que d'autres. Oui. Ça a été fait pour les crypto-monnaies et il y a des gens qui ont proposé que les prêts dans les industries fossiles devraient être risqués comme ça et donc devraient
amener la rétention de plus d'argent quand il y a des prêts qui sont faits là-dedans. Ce qui viendrait par le fait même, si on reconnaît que c'est plus risqué d'investir dans des énergies fossiles, bien, le coût de crédit des véritables solutions va être réduit proportionnellement. Et on demande, dans le fond, l'alignement de tous les produits financiers avec les engagements climatiques. Fait que pour revenir au rapport du CQDE, l'excellent rapport du CQDE, oui. C'est effectivement complémentaire. Les recommandations qui sont là-dedans, c'est pour la transparence, l'importance de dire la vérité. Le projet de loi sur la finance alignée sur le climat, c'est deux choses. C'est-à-dire, ben, au-delà de dire la vérité, il faut le faire. Oui. Il faut s'aligner sur les engagements climatiques. Faut forcer l'action, l'impact. Et il faut que la communication soit universelle. Parce que là, quand on parle de règles d'éco-blanchiment, on vient encadrer ceux qui ont une prétention à faire partie de la solution. Mais il y a tout plein d'acteurs qui n'ont aucune prétention à faire partie de la solution, qui disent strictement rien, volontairement, qui sont silencieux. Mais qui sont clairement font partie du problème. Et donc, le projet de loi, puis là, il faut m'arrêter quand je vais trop longtemps, mais il y a deux façons d'essayer de régler le problème. Il y a essayé de définir les solutions. C'est un peu ça que fait les taxonomies qui ont été annoncées au fédéral. Le projet de loi sur la finance alignée sur le climat fait l'inverse. Et ça a rapport avec l'état de nos connaissances. Nous avons beaucoup plus de certitude sur qu'est-ce qui a causé le problème climatique. À 80%, c'est les émissions liées à la combustion des énergies fossiles qui ont amené le réchauffement à date. Et donc, l'important, c'est de circonscrire le problème, dire voici ce que nous ne pouvons plus faire. Ensuite, laisser les marchés faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire innover, trouver des nouvelles solutions qui n'amènent pas des problèmes par la bande. Non, c'est ça, qui est des problèmes supplémentaires ou autres, là, ça c'est certain. Et là, c'est ça, il y a le rapport du CQDE qui émet des recommandations, et là, il y a ce projet de loi qui a quelque chose d'extrêmement concret qui est amené aux décideurs, aux décideuses. Et comment ce projet de loi est reçu lorsque présenté? Où est-ce que ça en est, ce processus-là, en ce moment? Sans surprise, ça dépend à qui on parle. Donc, il y a le Financial Times qui a une publication qui s'appelle Moral Money qui a dit que c'était un des projets de loi climatiques les plus intéressants en développement au monde. Ce qui n'est pas rien quand même. Pas rien quand même. Il y a plus de 120 organisations de la société civile qui l'endossent. Il y a 5 pétitions à la Chambre des communes qui le supportent. Il y a des membres de 4 des 5 partis représentés à la Chambre de communes qui le supportent. Il y a des députés qui disent « j'aurais voulu l'écrire ». Donc, on a beaucoup de fans. J'ai même entendu, on parlait du cynisme citoyen, j'ai entendu des citoyens, des monsieur, madame, tout le monde, qui, eux, ont commencé à se mobiliser, à faire du lobbyisme citoyen à cause de ce projet de loi-là. Parce que je pense que c'est à l'inverse de dire « on a une crise existentielle planétaire, changez votre ampoule ». Ça, on parle d'une solution qui est peut-être un peu plus... qui a l'ambition, au moins, d'amener les changements qui sont proportionnels à la crise à laquelle on fait face. Là, quand on regarde ce qui se passe dans le processus formel, un petit peu plus déçu, le projet de loi est au comité des banques du Sénat depuis presque 1 an et demi. On a eu seulement 6 rencontres, 19 témoins d'entendus. Et là, il se passe rien. De l'automne, il se passe rien. Puis 1 an et demi d'attente comme ça, est-ce que c'est long? C'est long, hein, dans le milieu juridique. Mais bon, puis sans vouloir pointer du doigt, on a quand même une présidente du comité qui a des attaches assez connues avec le secteur des industries fossiles, qui semble jamais avoir vu une pièce d'action climatique qu'elle trouverait valable et qui interrompt des travaux de comité pour poser des questions que l'industrie pétrolière a, alors que ça fait pas partie des preuves publiques et des travaux formels du fait que c'est comme de l'entrave volontaire ou en tout cas déguisée. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas gêné d'utiliser son pouvoir pour se faire la secrétaire particulière d'une industrie très polluante. On va le dire comme ça. Voilà. Par contre, il y a des signes d'espoir parce qu'il y a le comité des banques du Sénat, mais puis encore là, moi j'ai espoir que le processus puisse reprendre. On a une majorité des membres sur ce comité qui font partie d'un groupe qui s'appelle les sénateurs pour les solutions climatiques. Donc, ils peuvent toujours réaliser qu'ils ont devant eux une solution climatique et qu'ils pouvaient se mobiliser pour le faire avancer. Mais du côté de la Chambre des communes, il y a le comité environnement qui a initié en mai dernier une étude sur les impacts environnementaux et climatiques du système financier canadien, qui, eux, ont entendu 61 témoins en 6 mois, ce qui est beaucoup plus, 20 en 1 an et demi, 60 en 6 mois. Oui. Et on espère avoir un rapport de ce comité-là. Ils ont fait des très bons travaux. Ils ont forcé les dirigeants des banques canadiennes à venir témoigner. Ils ne voulaient pas témoigner. Ils ont forcé à venir témoigner. Donc,
de l'espoir de la Chambre des communes, même si elle est un petit peu dysfonctionnelle en mode préélectoral. Ouais. Et là, pour essayer de clore tout ça, un projet de loi, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Il est écrit. À tout moment, n'importe quel député pourrait copier-coller, changer 2 mots, réintroduire. Ah oui, et donc, on s'en va en période préélectorale. On peut se mobiliser pour demander à nos politiciens de peut-être être plus ambitieux à ce niveau-là et de réintroduire ce projet de loi-là dans un futur Parlement. On veut qu'il soit copié-collé. Yes. Par d'autres. Oui, copier, changer quelques mots pour vous l'approprier, mais proposez-le, ça c'est certain. Ouais. Jean-Philippe, t'aimerais réagir? Non, c'est d'accord. parfait. C'est exceptionnel comme projet de loi. Là. Oui. C'est plein de bon sens et Vraiment. ça forcerait nos institutions, notre système à être en ligne avec nos promesses de notre système. Absolument, absolument. Mais oui, je t'écoutais, Karine, et je me disais, où est-ce que je signe? Oui, tout de suite. Allons-y, allons de l'avant, arrêtons d'attendre, d'où Jésus. Et Francis Arkinson, donc, qui se présente comme citoyen engagé, qui est au sein de l'OSBL Une monnaie pour Montréal, le projet Lilo plutôt. Donc, on parle ici de monnaie locale, de monnaie complémentaire aussi, et ça nous sort un petit peu de l'éco-blanchiment en finance, mais quand même, il y a des liens à aller chercher là au niveau des solutions potentielles à divers niveaux, là, notamment au niveau climatique. Bien, je pense que oui, il y a tout à fait des liens à faire. Le premier lien à faire, c'est se donner de l'emprise citoyenne à travers un projet comme celui-là. Donc, pour reprendre une certaine forme de contrôle local par rapport au rapport qu'on entretient avec les entreprises locales. Puis donc, en fait, une monnaie locale complémentaire, on peut le dire tout ensemble, règle générale. Ce que ça se trouve à faire, en fait, c'est que, règle générale, ça va être créé par une organisation citoyenne ou parfois commerciale, puis qui va limiter la circulation de cette monnaie-là sur un territoire géographique spécifique. Dans le cas de Lilo, sur le projet sur lequel je travaille, c'est d'en créer une sur le territoire serait celui de l'île de Montréal. OK. Ceci étant dit, il y a des monnaies régionales déjà du même type qui existent au Québec et qui fonctionnent très bien, qui sont un peu notre proof of concept, notre laboratoire en quelque sorte. Donc, on parle de la chouenne dans Charlevoix et aussi de la petite monnaie, donc dans la petite nation là, en Outaouais. C'est 2 projets qui vont vraiment, vraiment bien. C'est des échelles différentes, avec des enjeux différents comparativement à Montréal. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que cette monnaie-là, une fois qu'elle est utilisée, une fois qu'elle est émise, c'est qu'elle peut juste être utilisée sur le territoire de Montréal. Donc, une fois qu'on convertit nos dollars canadiens avec cette monnaie, en cette monnaie locale-là, ben, si moi je paye dans un commerce, dans une boulangerie, avec cette monnaie-là, ben, le boulanger, lui, ensuite de ça, peut juste l'utiliser auprès d'un de ses fournisseurs, par exemple, qui lui aussi accepte Lilo. Fait que je pense qu'on... Là, ça crée comme une espèce d'économie de proximité, finalement. Ça a beaucoup exactement. C'est que ça ça comment je pourrais dire, ça vient la baliser. Une monnaie locale, c'est que ça vient orienter les flux monétaires vraiment vers des parties prenantes locales, vers des acteurs économiques locaux. Et ça fait en sorte que l'argent reste vraiment dans ce circuit-là, dans ce réseau monétaire-là. Et donc, la richesse qui y est créée, il est maintenu également. Puis ça a des effets évidemment économiques quand même assez bénéfiques, mais aussi par le fait même des effets de liens sociaux, de redonner de l'étoffe au tissu social qui est pas négligeable, donc qui, par rapport à tout ce qui a été dit avant, qui sont certes des projets super importants, super ambitieux, mais qui se font dans une certaine distance, dans un certain flou sur lequel on sent qu'on n'a pas d'emprise, alors que là, on se donnerait vraiment un outil, un véritable outil citoyen. Oui, au moins pour agir localement. Et là, justement, on parle de monnaie locale complémentaire. C'est pas pour rien. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce principe-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même un mot-clé là-dedans, c'est que ça n'a pas non plus
il n'y a pas de prétention radicale là-dedans de vouloir remplacer la monnaie nationale. C'est plutôt que, ça se veut une monnaie qui viendrait s'insérer de façon complémentaire dans la vie économique des villes, des régions, afin de contribuer spécifiquement au renforcement, à l'autonomie, puis à la résilience économique de ces régions-là ou ces villes-là. Fait que les monnaies locales complémentaires rendent possible cela parce que tous les acteurs des villes, des régions qui les adoptent, viennent qu'à prioriser lors de leurs achats la production et l'approvisionnement local. Et ça, encore une fois, il faut le répéter, de façon circulaire. Oui, donc ça revient encore. Et là, quand on parle du projet de monnaie locale Lilo, qui est dédié à Montréal plus spécifiquement, c'est un projet d'envergure quand même, ambitieux aussi. En quoi il consiste en quelques mots? Bien, je pense qu'il faudrait que j'explique peut-être un tout petit peu plus dans le détail comment ça fonctionne, là, parce que souvent les gens disent « OK, je comprends un peu le principe, mais c'est quoi la mécanique derrière tout ça? » Fait que c'est, par exemple, donc, toi, Maud, tu dis « OK, ben moi, j'ai 100 $ canadiens. » Donc, ça pourra se faire soit à travers une application électronique, exactement comme ça se fait pour la Chouine dans Charlevoix, pour la petite monnaie. On va utiliser le même système. Et donc, c'est en passant par soit son compte bancaire, sa carte de crédit. Donc, on fait une conversion monétaire et là, nos 100 $ canadiens deviennent 100 îlots. Alors, ces îlots-là, je peux juste les utiliser chez des commerces qui sont... plutôt, je devrais dire, qui seront membres de l'îlot. Et donc, je vais aller... Puis, ce qui est important que je dise ici d'entrée de jeu, c'est que les commerces qui seront membres de l'îlot, pour Montréal, c'est qu'on veut vraiment que ça soit une monnaie de transition socio-écologique. C'est ce qui s'inscrit un peu dans le cadre de la discussion ici aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y aura une charte des valeurs. Donc, les commerces devront être des commerces indépendants avec leur siège social à Montréal, donc qui auront quand même une bonne part de production de leurs biens, de leurs services qui se fera à partir de produits locaux, avec des acteurs locaux. C'est sûr qu'on peut penser à des démarches bio, éthiques ou quoi que ce soit. Bref, tout ça pour dire que donc toi, tu vas chez un de ces commerçants-là qui est enligné sur la charte des valeurs de l'îlot, tu achètes des trucs. Ensuite de ça, comme j'expliquais tantôt, le commerçant, lui, la seule chose qu'il peut faire avec cet argent-là, c'est de, par exemple, le boulanger, c'est d'acheter sa farine chez son fournisseur de farine qui est sur l'île de Montréal. Fournisseur de farine, lui, va aller acheter ses sacs pour la farine. Et ainsi de suite. Évidemment, ces commerçants-là peuvent toujours utiliser aussi pour leurs dépenses personnelles, pour aller dans des restaurants, des trucs comme ça, aller au théâtre, payer son comptable. Donc, je veux dire, tout est possible. Et donc, de là, en quelque sorte, la complémentarité, en ce sens qu'il est très peu probable que vous puissiez payer, par exemple, votre loyer en îlot, que vous puissiez payer votre essence, vos services cellulaires ou des choses comme ça. D'où la complémentarité avec notre monnaie conventionnelle. Là, oui, exactement. Mais tu sais, c'est que ça peut permettre, un peu comme Jean-Philippe disait tantôt, tu sais, certes, les produits financiers, c'est important, mais il en demeure pas moins que notre consommation, notre style de vie, nos choix de vie, je pense que ça se fait beaucoup à travers le type de dépenses que j'ai mentionné, avec le type de commerçant que j'ai mentionné tantôt. Et donc, juste de par nos dépenses quotidiennes, en utilisant une monnaie comme celle-là envers des entreprises qui sont engagées dans la transition socio-écologique, ça fait en sorte que on commence à avoir justement un impact sur lequel on sent qu'on a une emprise. Puis en plus, nos commerçants, on les connaît. S'ils font certaines déclarations justement, à savoir qu'ils ont des pratiques bio, plus inclusives, solidaires, éthiques ou quoi que ce soit, il y a un lien de proximité alors qu'on est un peu en confiance aveugle par rapport aux grandes entreprises multinationales. Ouais, mais c'est génial, c'est super cohérent avec tout le discours ESG parce que beaucoup des entreprises se targuent souvent de dire « Oui, mais nous, on contribue à l'économie. » Mais là, vous avez l'impact garanti qu'on contribue à une économie locale. C'est garanti. Parce que c'est sur l'île ou dans la région au moins. Exactement. Puis en plus, c'est que la façon dont la circulation monétaire est organisée, que ça doit toujours rester dans la même boucle, ça fait en sorte aussi que à travers l'outil de paiement que nous, on utilise, ça ne passe pas par les outils bancaires, donc pas de frais de transaction pour les commerçants, ni pour l'utilisateur. Donc, parce que ça, c'est toutes des sommes qui s'en vont toujours dans le système bancaire, financier, pour être utilisées justement à toutes sortes de fins
corporatives de génération de profit qui sont peut-être moins souhaitables justement sur le plan écologique ou environnemental. Donc, ça crée un incitatif de toutes parts, finalement, dans la communauté avec ce genre de monnaie-là, avec ce type de proposition-là. Et là, si on en revient à l'utilisation de cette monnaie locale complémentaire citoyenne comme l'îlot Montréal, par exemple, comment est-ce que ça pourrait diminuer ou comment est-ce qu'on voit que ça diminuerait l'éco-blanchiment en finance, par exemple? Bien, comme je l'expliquais tantôt, c'est qu'il y a un premier niveau de confiance puis de crédibilité, tu sais, qui va s'installer de facto dans le réseau monétaire de l'îlot, compte tenu du fait que les entreprises qui veulent en faire partie vont devoir obligatoirement être des entreprises locales. Fait que d'entrée de jeu, ça crée un lien de proximité. Puis on le sait, plus les communautés sont petites, plus il y a une forme de régulation socio-communautaire implicite, tu sais, qui se crée en ce sens que si jamais tu fais de quoi de croche, tu mens ou quoi que ce soit, c'est pas long que ça fait le tour du jardin. Alors, c'est ça aussi l'avantage d'entretenir des liens économiques, davantage de proximité. Donc, déjà là, je pense qu'on a un premier niveau qui permettrait de contourner l'éco-blanchiment. Puis, un autre niveau, bien, ça serait d'avoir aussi d'accompagner, en fait, nos entreprises membres avec une expertise pour faire des audits sur, bon, ben où est-ce que tu te situes par rapport à ton alignement sur la Charte des valeurs de l'îlot. On ne demande pas à personne d'être parfait. L'idée, c'est de tendre vers ces valeurs-là. Puis, également d'avoir aussi une expertise qui serait peut-être capable de faire ce que j'appelle, tu sais, de la formation éco-commerciale continue. Donc, de dire, oui, par exemple, tu es bon sur tel autre aspect, c'est à travailler. Et donc, d'amener les gens, en quelque sorte, à progresser là-dedans. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est très au niveau plancher des vaches. On n'est pas dans toutes sortes de comptabilité un peu floue, de connaissances peut-être plus pointues aussi, ou des choses comme ça. Tu sais, c'est des choses très, très rapprochées, puis que le consommateur, justement, par la proximité, va se trouver à avoir une forme de visibilité, ça va obliger à la transparence et tout ça. Fait que je pense que au plancher des vaches, ça peut vraiment avoir un impact incroyable. Mais oui, définitivement. Merci beaucoup, Francis Arkinson, pour cette vulgarisation du système de monnaie locale complémentaire. C'est super intéressant parce que justement, là, on partait d'une image un petit peu plus macro avec Geneviève Paul, le CQDE, avec toi aussi, Karine Pélofi, pour le projet de finances durables à Éco-Justice, plus au plancher des vaches avec Jean-Philippe Renaud. Et puis là, on se ramène vraiment dans la localité, dans la proximité, où est-ce que là, on a un contrôle beaucoup plus grand et une compréhension beaucoup plus pointue là, de ceux avec qui on fait affaire et les produits que l'on consomme, ce qui est très bien et probablement extrêmement rassurant dans un contexte où, justement, il y a beaucoup de choses qui semblent nous échapper en tant que citoyens et citoyennes. On se sent en dehors des lois, on se sent en dehors de la conversation sur l'éco-blanchiment, sur le climat, bien souvent. Donc, de ramener... Puis on sait que le jour où les choses vont peut-être se compliquer d'un point de vue climatique, c'est de la communauté qu'on a besoin dans ces situations-là. Fait que si on peut déjà commencer à se donner une forme d'infrastructure, de réseau par lequel on pourra répondre, s'auto-organiser, mieux ce sera. Ceci étant dit, il y a du travail de plus haute voltige. Absolument, il faut le poursuivre quand même, mais ce tissu, comme tu le dis, Francis, c'est absolument essentiel à développer davantage, à revenir vers ça, parce qu'il a déjà existé, rappelons-le quand même. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Donc, Geneviève Paul, directrice générale du CQDE, Jean-Philippe Renaud, directeur général de la Maison du développement durable, Karine Pélofi, qui est avocate chargée de projet en finances durables à Éco-Justice, et Francis Arkinson de l'OSBL, Une monnaie pour Montréal, l'îlot. Merci pour cette conversation vraiment très éclairante. J'espère que nos auditeurs et auditrices auront apprécié autant que moi cet échange. Merci à tous les quatre. Merci à toi, Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup, Geneviève, qui était au téléphone avec nous de Québec. Merci d'avoir pris le temps. Une excellente journée à tous et à toutes.